Azure Pipeline est le service de la plateforme Azure DevOps qui permet de supporter les équipes dans la mise en place de l'intégration et du déploiement continu. Il s'agit tout simplement d'un service infonuagique permettant d'automatiser la génération, les tests et le déploiement des applications. Alors, avec ce service, Microsoft offre des pipelines qui sont hébergés dans l'infonuagique pour les systèmes Linux, Mac OS et Windows avec un nombre illimité de minutes et 10 travaux parallèles gratuits pour les projets qui reposent sur l'open source. Alors, il s'agit d'un service qu'on va aller utiliser pour pouvoir générer d'autres applications, exécuter les tests unitaires et déployer ces dernières dans son environnement d'exécution et nous verrons comment l'utiliser justement pour déployer des applications de façon automatisée dans Azure App Service. Alors, qu'est-ce que ce service-là nous offre de façon concrète? C'est un service déjà qui supporte la plupart des langages de programmation. Alors que vous ayez développé votre application en utilisant du Java, du PHP, du Ruby, du C, du C++, ou encore du C#, vous serez capable d'utiliser la plateforme Azure Pipeline pour générer votre application, exécuter les tests unitaires, générer l'artefact de déploiement et bien évidemment déployer cette dernière dans son emplacement d'exécution. Et à ce niveau, l'outil supporte la plupart des fournisseurs infonuagiques. On va penser notamment à Azure, AWS, Google Cloud Platform. Et bien évidemment, si vous faites le choix de déployer sur des serveurs qui sont sur site, à ce moment-là, vous êtes également capable d'utiliser la plateforme pour déployer des actifs sur site. Il y a aussi l'extensibilité. Avec la possibilité d'extensibilité, on est capable, s'il arrive qu'on ne trouve pas les éléments nécessaires pour pouvoir exécuter des actions spécifiques dans Azure Pipeline, on est capable d'aller étendre la plateforme via des extensions pour chercher et installer les packages nécessaires ou bien les outils nécessaires pour pouvoir effectuer ce qu'on veut. C'est justement le cas lorsqu'on voudrait dans nos pipelines, par exemple, envoyer des notifications à un outil de communication tierce tel que Slack ou utiliser une plateforme comme SonarCloud qui n'est pas implémentée par Microsoft. À ce moment-là, on va s'appuyer sur des extensions pour ajouter le support de telle plateforme à la plateforme, de telle plateforme à Azure Pipeline. Aussi, le service offre une très bonne prise en charge de conteneurs et bien évidemment de Kubernetes ici. Et pour finir, on a le support de l'open source. Avec le support de l'open source, Microsoft dit en quelque sorte que si vous développez un projet qui est open source, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'investir pour acquérir une solution d'automatisation parce qu'on vous offre notre solution Azure Pipeline gratuitement pour la mise en place de l'intégration et du déploiement continu pour votre projet et vous pouvez avoir jusqu'à 10 travaux qui s'exécutent en parallèle. OK? Azure Pipeline offre une très bonne prise en charge de GitHub parce que jusqu'ici, on a beaucoup utilisé GitHub pour la gestion du code source et maintenant, on est rendu à l'étape où on voudrait s'appuyer sur l'intégration et le déploiement continu via Azure Pipeline chaque fois qu'on fait des modifications dans notre code qui est hébergé sur notre dépôt GitHub. Alors, grâce à l'intégration entre Azure Pipeline et GitHub, on est capable directement de bénéficier des fonctionnalités d'intégration et de déploiement continu dans un dépôt de code source GitHub, de telle sorte que chaque fois qu'on fait des modifications dans notre code source, notre pipeline qui se retrouve du côté d'Azure DevOps est exécuté automatiquement ou selon certaines conditions pour générer et déployer notre application. Alors, lorsqu'on veut implémenter un premier pipeline avec la plateforme Azure Pipeline, il y a des notions essentielles qu'on doit maîtriser au préalable avant de se lancer dans la mise en place. On a la notion d'agent, la notion de tâche, la notion de pipeline de build, la notion de déclencheur et bien évidemment les templates ou encore modèles. Alors, c'est quoi un agent? Un agent, c'est l'élément essentiel d'Azure Pipeline. Il s'agit tout simplement d'un logiciel installé sur un serveur qui est capable d'exécuter des tâches.
Alors, si on prend notre application .NET qu'on développe avec Visual Studio, dans notre Visual Studio, on a directement le fameux MS Build qui va nous permettre de, chaque fois qu'on veut exécuter notre application, restaurer les packages NuGet, générer notre application et déclencher l'exécution de notre application. Dans notre Visual Studio, on a également une fonctionnalité qui permet d'exécuter le test runner pour exécuter les tests unitaires qu'il y a dans notre projet. Donc, si notre projet, si on a un projet de test unitaire Xunit, on a le test runner de Xunit qui permet d'exécuter les tests unitaires. Alors, lorsqu'on va vouloir effectuer les mêmes actions à partir d'Azure Pipeline, il faudrait qu'on ait à notre disposition un agent qui va être capable de récupérer notre code source depuis le gestionnaire de code source GitHub, donc le ramener un peu en local comme c'est le cas sur notre poste avec Visual Studio. Et une fois qu'il a ramené en local, il doit être capable d'appeler MS Build et lui dire « Hey, restaure-moi les paquets sur ce projet, génère-moi ce projet, exécute-moi les tests unitaires sur ce projet et fais-moi un publish de ce projet. » Donc, c'est ça le rôle de l'agent. Donc, l'agent est tout simplement un logiciel qui est installé sur un serveur et qui va être capable d'exécuter toutes les tâches nécessaires pour pouvoir générer notre application et effectuer le déploiement si besoin. Okay? Ensuite, on a la notion de pipeline. Alors, un pipeline, c'est tout simplement un flux automatisé qui guide le processus de développement, des tests de déploiement des logiciels sur la plateforme Azure Pipeline. Ce flux est composé de plusieurs étapes qui sont appelées tâches exécutées. Alors, concrètement, lorsque sur mon poste, pour exécuter mon application, je dois faire, ou bien pour publier mon application, je dois faire une restauration des packages, je dois exécuter les tests unitaires, je dois ensuite générer mon application et pour finir, faire le publish de mon application. Alors, toutes ces tâches-là doivent être coordonnées et synchronisées au travers d'un flux. OK? Et ce flux-là, c'est qu'on va appeler un pipeline. Alors, dans Azure Pipeline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pipeline qui va contenir l'ensemble des tâches qui doivent s'exécuter le plus souvent de façon séquentielle pour répondre à mes besoins d'intégration continue. OK? Alors, vous voyez qu'ici, dans un flux, on a la notion des tâches. Alors, c'est quoi donc une tâche? Une tâche, c'est tout simplement une action qui est exécutée par l'agent. Dans un pipeline, on va retrouver une ou plusieurs tâches qui seront exécutées par l'agent. Une tâche va permettre de faire une action spécifique. Donc, on aura une tâche qui va permettre de générer notre application. On aura une autre tâche qui va permettre de restaurer les packages NuGet. On a une autre tâche qui va permettre d'exécuter les tests unitaires. On aura une tâche qui va permettre de publier notre application, etc. Chacune des tâches derrière va le plus souvent s'appuyer sur des SDK, des kits de développement. Ce qui veut dire que le plus souvent, sur l'agent qui exécute notre application, on va retrouver couramment la plupart des outils de développement qui existent sur le marché. Donc, on aura le SDK.NET, on aura MS Build, on aura le kit de développement Java, le JDK, on aura les outils de génération pour Android. Tout ça, ce sont des outils qui seront installés sur l'agent. Et maintenant, l'agent, chaque fois qu'une tâche va être exécutée, elle va appeler l'outil correspondant pour pouvoir effectuer cela. Par exemple, la tâche de génération de l'application va tout simplement appeler MSBuild pour dire « génère-moi mon application ». La tâche de publication de l'application, c'est pareil, on va appeler le SDK.NET pour exécuter la commande, par exemple, .NET Publish pour dire publie-moi mon application, etc. Donc, chaque tâche sera une action spécifique qui sera effectuée sur notre agent. Azure DevOps dispose par défaut de nombreuses tâches. Donc, ici, on a pratiquement rien à faire, il suffit juste d'implémenter notre pipeline. Là-dedans, on va aller piquer les tâches qui sont disponibles au niveau d'Azure
DevOps pour demander à notre pipeline d'effectuer nos différentes actions. Il y a également des modèles qui sont disponibles pour regrouper des tâches communes à certains types de projets. Par exemple, si on veut générer une application ASP.NET, on sait que ça va prendre la restauration des paquets, la génération de l'application, l'exécution des tests unités et la publication. Toutes ces tâches-là sont regroupées dans un modèle qu'on peut directement utiliser le modèle, et lorsqu'on va utiliser le modèle, on va se retrouver directement avec toutes ces tâches qui seront configurées. OK? Alors, ce qui veut dire aussi que lorsqu'on veut implémenter un pipeline, il y a toujours cette étape de planification à l'avance. Qu'est-ce que mon pipeline va faire? Quelles seront les actions qui seront exécutées dans mon pipeline? On doit regrouper toutes ces actions-là. Il faut savoir que les actions vont varier en fonction des plateformes de développement. Les actions pour la plateforme .NET ne sera pas pareil que pour Java, par exemple. Alors, si je veux générer une application, bien si je veux mettre en place de l'intégration continue pour une application .NET Core, il me faudra donc prévoir une tâche qui va permettre de faire la restauration des packages NuGet. Ensuite, prévoir une tâche qui va permettre d'effectuer la génération de l'application pour s'assurer que la build fonctionne correctement. Ensuite, on aura une tâche qui va permettre d'exécuter les tests unitaires, et pour finir, on aura une tâche qui va permettre de publier l'application. Alors, pour une application .NET Core, on aura au minimum ces 4 tâches-là. Il y a des tâches supplémentaires qu'on peut venir ajouter, par exemple des tâches d'analyse statique de code, des tâches, par exemple, pour faire l'analyse de sécurité, etc. Mais au minimum, on aura toujours les tâches de restauration, de génération, d'exécution des tests unitaires et de publication du package de déploiement de l'application. Alors, lorsqu'on veut créer un pipeline dans Azure Pipeline, on a 2 approches qu'on peut utiliser. Il y a l'approche classique, qui est l'approche historique de la plateforme, permettant de s'appuyer sur une interface graphique pour configurer notre pipeline. Et on a l'approche YAML, qui est l'approche désormais recommandée parce qu'elle est plus récente et elle vient en quelque sorte gommer un peu quelques faiblesses de l'approche classique. Donc l'approche YAML est celle qui est recommandée pour la création de nouveaux pipelines. Microsoft continue à maintenir l'approche classique tout simplement pour des soucis de rétrocompatibilité. Alors dans le cadre de ce cours, nous allons nous limiter uniquement à l'utilisation de l'approche YAML. OK? Alors, l'approche YAML est devenue le standard pour les outils d'intégration et de déploiement continu. Elle s'appuie sur le principe de pipeline as code. Ainsi, lorsque vous définissez votre pipeline, ce dernier est directement sauvegardé dans un fichier de script qui va couramment s'appeler azurepipeline.yaml, et ce fichier de script va être sauvegardé dans votre gestionnaire de code source, et il va subir le même principe de versionnage et de ramification au niveau de votre code. C'est ça justement qui est intéressant. Or, ce n'est pas le cas avec l'approche classique, parce que l'approche classique, le pipeline qu'on va implémenter va être sauvegardé dans la plateforme Azure Pipeline et non dans notre dépôt de code source. Pratiquement tout, ou bien la plupart des plateformes d'intégration et de déploiement continu s'appuient sur l'approche pipeline as code. C'est le cas justement avec GitHub pour son fameux GitHub Action qui s'appuie sur du YAML. Bitbucket, c'est pareil, ça s'appuie également sur du YAML. GitLab aussi s'appuie sur du YAML pour faire de l'intégration et du déploiement continu. Alors, lorsque nous sommes dans Azure DevOps, pour créer notre pipeline, on va tout simplement sélectionner dans un premier temps le dépôt à utiliser. Ensuite, on va sélectionner le modèle à utiliser, et plus tard, on va se retrouver dans une interface qui va nous permettre d'éditer notre script YAML qui a été généré. À partir de cette interface, on sera capable d'ajouter des tâches, configurer nos tâches, et pour finir, on va faire un commit pour enregistrer nos modifications. Le commit va tout simplement permettre de sauvegarder notre fichier de script YAML dans notre gestionnaire de code source qu'on a sélectionné au départ. Alors,
quels sont les éléments clés d'un pipeline? On a d'abord le trigger qui permet de spécifier le déclencheur. On a la zone pool qui va permettre de spécifier le pool d'agents qui sera utilisé. On a les variables qui vont nous permettre de définir les variables qui sont utilisées dans notre pipeline et on a la zone step qui va permettre de définir les tâches qui seront exécutées par notre pipeline. Alors, si on regarde le déclencheur ici, c'est une notion essentielle à maîtriser lorsqu'on met en place un pipeline d'intégration continue. Le déclencheur ou trigger va tout simplement permettre de spécifier sous quelles conditions notre pipeline va être exécuté automatiquement. Alors, on va utiliser le mot clé trigger pour pouvoir définir cela. Donc, si on met un trigger et en dessous on met "none", ça va tout simplement permettre de dire que ce pipeline va être exécuté manuellement. Donc, chaque fois qu'il y a des ajustements dans le code, le pipeline ne sera jamais déclenché. Il faudrait que l'utilisateur aille le démarrer manuellement. Tandis que si on met un étoile, ça veut dire que tout simplement, chaque fois qu'il y a modification dans notre code source, peu importe la branche sur laquelle la modification a été effectuée, le pipeline d'intégration continue va démarrer automatiquement dès lors que le développeur va sauvegarder ses modifications. Tandis que si on vient spécifier des branches de façon un peu plus spécifique, par exemple, on voit master et build ici, ça veut dire tout simplement que notre pipeline va se déclencher de façon automatique chaque fois qu'il y aura des modifications qui ont été effectuées sur la branche master ou sur la branche build. Si les modifications sont effectuées sur toute autre branche, ça ne sera pas pris en compte. Et également, on peut aussi décider, par exemple, de venir exclure des branches. Par exemple, si j'ai mis étoile pour dire le pipeline doit être déclenché dès lors qu'il y a une modification sur n'importe quelle branche, mais je voudrais qu'à ce moment, il ne tienne pas compte de la branche variable, par exemple. À ce moment-là, on va tout simplement ajouter un exclude pour dire ne tient pas compte de cette branche. OK? Alors, après les déclencheurs, on a la notion des variables. Les variables, tout comme en programmation, ça permet tout simplement de définir des valeurs qui seront utilisées par le pipeline. Donc, si j'ai une valeur qui est utilisée par plusieurs tâches, au lieu d'aller spécifier cette valeur-là dans chaque tâche, il faudrait que je crée une variable et je spécifie la valeur pour la variable et ensuite que j'aille utiliser la variable au niveau de chacune de mes tâches. À ce moment, s'il faut apporter une modification, on va tout simplement modifier la valeur de la variable et ça va être appliqué au niveau de toutes nos tâches. Alors que si on ne l'avait pas fait ainsi, à ce moment, il fallait qu'on passe dans chaque tâche pour pouvoir modifier la valeur en question. Lorsqu'on crée une variable, on a deux façons de créer la variable. On peut directement créer la variable dans notre pipeline YAML, comme on le voit. À ce moment-là, on va tout simplement ajouter notre variable dans une section variable et sous forme clé valeur. Donc, on va définir le nom de la variable, la valeur de la variable. Bien évidemment, cette approche ne va pas marcher si on a des variables qui sont secrètes. Par exemple, si j'ai un mot de passe que je veux mettre dans mon pipeline, à ce moment, si j'utilise la proscript, on va voir que le mot de passe va être affiché en clair. Pour répondre à ce besoin, on peut à ce moment utiliser l'interface de définition d'une variable qui va nous permettre de définir notre variable et de cocher le champ Keep this value secret qui permet en quelque sorte de sauvegarder la valeur de la variable de façon chiffrée du côté d'Azure Pipeline et de ne pas rendre cette valeur-là disponible ou bien visible, autant pour moi, visible au niveau de notre pipeline. Alors, une fois qu'on a défini nos variables, on a plusieurs façons pour appeler ces variables-là. Par exemple, si c'est dans un script bash, on va utiliser le $, entre parenthèses, le nom de la variable. Si c'est dans un script PowerShell, on peut tout simplement utiliser le $, en deux points, le nom de notre variable. Pour finir, on va parler de la notion des templates. Les templates sont tout simplement des modèles qu'on peut mettre en place ici dans un souci de faciliter la réutilisation. Alors, exemple, moi, j'ai une application qui est déployée en dev et en production. Le déploiement en dev et en production, ce sont les mêmes tâches qui sont exécutées. OK?
au lieu d'avoir ces tâches-là qui sont répétées au niveau de ma dev et au niveau de ma prod, tout ce que je peux faire, c'est de créer un modèle qui va contenir les tâches en question. Et à ce moment-là, les paramètres vont tout simplement varier pour la dev par rapport à la production. Et chaque fois que j'ai besoin de faire un déploiement, je vais tout simplement réutiliser mon pipeline, mon modèle, et spécifier les paramètres qui vont correspondre à ce modèle-là. OK? C'est grâce au template qu'on est capable de faire cela. Bien évidemment, dans la mise en pratique, nous verrons comment utiliser les templates. Alors, l'approche YAML apporte plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que notre pipeline est versionné avec le code source. OK? Donc, il va suivre la même structure de ramification que le code source. Chaque branche qu'on va implémenter peut modifier la politique de build en modifiant son fichier Azure Pipeline.yaml. Donc, si je viens modifier mon fichier Azure Pipeline.yaml, parce que justement, dans la modification qu'on m'a demandé de faire au niveau de l'application, je me retrouve en train de par exemple, aller utiliser des packages Node.js. Donc, il me faut à ce moment-là des tâches supplémentaires euh, pour faire les actions correspondantes à la portion Node. Or, mon collaborateur qui travaille de son côté n'a pas encore besoin de cela. Donc, il faudrait qu'à ce moment, lorsque j'ajuste mon pipeline, il ne faudrait pas que l'exécution de mon côté puisse l'impacter. Ce qui veut dire en quelque sorte que lorsque je vais démarrer mon exécution, ce sera la version de mon fichier Azure Pipeline.yaml qui sera exécutée. Cette version-là va contenir les modifications que j'ai effectuées de mon côté, tandis que lorsque mon collaborateur va démarrer l'exécution de son côté dans Azure Pipeline en utilisant sa branche, ce sera son fichier Azure Pipeline sans les modifications qui sera exécutée à ce moment-là. Alors, un autre avantage, c'est que modification du processus de build peut provoquer une interruption ou entraîner un résultat inattendu, étant donné que la modification est versionnée avec le code, on peut facilement identifier le problème. OK? On peut facilement identifier le problème et apporter une solution. Et lorsqu'il y aura même le problème, comme je l'ai dit, ça sera uniquement sur ma version à moi, ça ne va pas affecter mes collaborateurs, donc ce sera à moi de trouver la solution rapidement avant de procéder à la fusion de mes modifications avec pour mes collaborateurs. Okay? C'est tout pour ce qui concerne l'introduction de la plateforme Azure Pipeline.